Bienvenue dans les clés du réajustement du mois de décembre et je vous rappelle ce que sont les clés du réajustement. Eh bien, c'est une séance où je vais offrir mon éclairage en coaching astro-stratégique à 2 personnes qui m'ont contacté via un tirage au sort. Et ce mois-ci, eh bien, c'est Angèle qui a été tirée au sort et Charlotte. Et donc, on va explorer leurs problématiques durant cette séance. 30 minutes pour chaque personne, 1 heure donc de vidéo où nous allons explorer la magie de la carte natale et surtout les ressources que ce coaching astro-stratégie peut nous apporter. Petit rappel aussi, si vous ne l'avez pas vu passer sur les réseaux sociaux, vous avez le calendrier de l'Avent qui est disponible jusqu'au 24 décembre pour vous accompagner vers un petit peu ce bilan de l'année avant de passer à 2026. Eh bien oui, ça peut être intéressant de faire le point et puis d'avoir des petites touches comme ça, des petites stratégies du quotidien. Et donc pour cela, je vous offre 24 clés pour finir cette année 2025. Vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux, vous aurez l'adresse et je la mets en barre de description également. N'hésitez pas à cliquer et à vous inscrire, vous pouvez facilement rattraper les quelques jours que vous avez loupés si vous n'êtes pas encore inscrit. Vous allez également, si vous êtes inscrit à la newsletter, recevoir un mail d'ici quelques jours et peut-être même que vous l'avez déjà reçu pour vous informer des nouveautés et puis surtout de ce qui est disponible actuellement. Je vais faire le 18 février sur Vannes une journée immersive pour parler des émotions, les émotions qui sont vraiment au centre de notre mécanisme, au centre de notre quotidien. Et donc pour les adultes ou pour les enfants, eh bien ça va être comment est-ce que je peux m'aider à gérer mes émotions, à les équilibrer. Un volet où on va aborder le lien entre les émotions et l'alimentation. Un volet où on abordera l'écoute active, une technique vraiment pour apaiser les émotions et des enfants et des adultes. Et puis le 3e volet qui va être sur la symbolique, les archétypes et comment est-ce que les archétypes eh bien, nous aident aussi à comprendre notre profil émotionnel. Donc une journée immersive qui est pour les professionnels mais également pour les particuliers, les parents, les personnes qui sont intéressés pour comprendre leur fonctionnement émotionnel. Ça sera donc le 18 février et les inscriptions sont ouvertes. N'hésitez pas à me contacter. Et puis, je vous propose également des bons cadeaux. Si vous voulez offrir une séance à votre entourage, à quelqu'un de votre famille, eh bien, contactez-moi et puis nous verrons ensemble pour faire ce bon cadeau. Et sachez que jusqu'au 24 décembre, il y a 10% pour toutes les séances. Donc, vous pouvez également me contacter. Vous aurez ces 10% de réduction jusqu'au 24 décembre. Profitez-en pour vos cadeaux. Alors, on va commencer tout de suite par la première personne qui nous a contacté, qui a été tirée au sort. Et on va commencer par Angèle. Angèle qui nous dit... Je ne sais pas qui je suis, je me suis perdue pendant des années en pensant aux autres. On ne m'a jamais mise en avant pendant mon enfance. J'ai toujours été rabaissée. Je n'ai pas confiance en moi, je doute de tout. Je voudrais savoir ce que 2026 m'apporte. Je voudrais me recentrer sur moi, être en paix avec moi. Je suis hypersensible, j'ai peur du jugement des autres. J'ai une personnalité borderline et je voudrais mettre mon cerveau en mode off. Donc là, c'est vraiment très intéressant ce que vous abordez là, du coup, Angèle, parce qu'il y a plusieurs portes de travail. Alors déjà, on va prendre un petit temps pour identifier ces portes de travail. La première porte que je peux voir dans votre question, c'est qui je suis. Et ça nous parle derrière de quel est mon fonctionnement. C'est vraiment ça, le qui je suis. C'est comment est-ce que je réfléchis, comment est-ce que je ressens mes émotions, comment est-ce que je communique, potentiellement aussi comment est-ce que je m'actionne dans la vie professionnelle et la vie sociale, c'est-à-dire quelles sont eh bien, mes forces innées dans ce domaine-là. Et donc, eh bien, c'est la première partie de la question, c'est je ne sais pas qui je suis, je me suis perdue pendant des années en pensant aux autres, je suis hypersensible, j'ai peur du jugement des autres. Tout ça, ça pourrait aller dans ce qui je suis. Et lorsqu'on pose cette question, eh bien, quelque part, en réalité, vous cherchez à comprendre votre mode de fonctionnement interne, votre mécanique, votre énergie. Et dans l'astrologie psycho-symbolique, ça correspond à 3 zones clés. Ça va être le fonctionnement instinctif et émotionnel. C'est un peu comment est-ce que votre système nerveux réagit, comment est-ce que vous vous protégez, comment est-ce que vous percevez les situations d'un point de vue instinctif, émotionnel. Ensuite, il y a la manière de penser, de communiquer. C'est vraiment le rythme mental, le rapport aux mots, au jugement, à la logique, aux autres. Et puis il y a la dynamique relationnelle, c'est ce que je vais aller chercher spontanément chez les autres, ce que je donne,
ce que je redoute également. Donc ça, c'est vraiment la première porte, le premier axe, on pourrait l'appeler. La deuxième porte que je vois, eh bien, c'est ce qui nous traverse de l'enfance à l'adulte que nous sommes aujourd'hui. Et là, ça va correspondre à la partie de votre phrase « On ne m'a jamais mise en avant pendant mon enfance, j'ai toujours été rabaissée, je n'ai pas confiance en moi, je doute de tout ». Et chez vous, on peut voir, et on pourrait aller creuser ce côté-là, que l'émotionnel, il est immédiat, il est profond, il est totalisant. Parce que vous captez beaucoup de choses, on va en parler, vous absorbez beaucoup de choses, on va en parler aussi, et parfois eh bien, il y a une suradaptation au point de vous oublier en effet, et donc vous dites on m'a toujours mis au plus bas, on ne m'a jamais mis en avant, et ce genre d'enfance peut créer en effet un système, un hyper système d'alerte, une hyper vigilance au jugement de l'autre, un besoin intense d'être validé, une difficulté à savoir finalement où sont vos propres besoins quand vous êtes entouré des autres. Et donc ça peut également se travailler. Votre fonctionnement émotionnel, il va être donc construit en deux réflexes, le « je ressens tout très fort » et puis « je doute très vite de moi ». C'est vraiment deux axes importants. Et c'est finalement un combo assez fréquent chez les hypersensibles blessés. Dans l'enfance, l'émotion va monter vite, la tête va s'emballer encore plus vite peut-être, et puis eh bien, dans ces cas-là, vous pouvez vous éloigner un petit peu de qui vous êtes réellement. Là, vous évoquez une enfance où vous n'avez pas été mise en valeur, vous avez été blessé, où vous avez finalement appris à douter peut-être dès le plus jeune âge. Et dans la lecture symbolique d'une carte natale, ça correspond souvent, ça, c'est intéressant en tout cas d'aller étudier la vision qu'on a de notre mère, la vision qu'on a du père, la perception du couple parental également, le langage du foyer, les croyances qui ont servi de pilier. Vous savez, c'est ces phrases qu'on peut entendre comme ça dans notre enfance, on ne fait pas de bruit, habille-toi bien, il faut être présentable, on doit travailler dur pour réussir, ne fais pas trop d'histoires, enfin voilà, on a tous été baignés dans ce qu'on appelle le langage de la famille, que la famille vraiment porte et va transmettre à l'enfant. Et c'est vraiment des phrases qui vont structurer l'estime qu'on a de soi, bien plus profondément que ce qu'on croit. Et donc cette deuxième porte, elle permet de comprendre précisément quelle trace l'enfance a laissé dans le fonctionnement de l'adulte. La troisième porte que je vois, c'est ce qui vous attend en 2026, et c'est ce qu'on appelle en astrologie les transits. Et donc, ça correspond à la phrase où vous dites « j'aimerais savoir ce que 2026 m'apporte ». Ici, donc, on parle des transits planétaires, suivre le déplacement de Saturne, d'Uranus, le cycle de transformation de Pluton, par exemple, et comprendre finalement tout ce que cela va venir activer dans votre thème. Autrement dit, ce n'est pas ce que 2026 va m'apporter ou ce qui va arriver en 2026, mais plutôt qu'est-ce qui va s'activer en moi en 2026. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut percevoir les transits. C'est finalement comment l'extérieur va venir activer, va venir mettre en lumière une zone de mon fonctionnement. Et cette porte, eh bien, c'est une porte essentielle parce que début 2026, eh bien, vous avez ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. Vous allez rentrer dans un transit de plusieurs années qui correspond vraiment à un transit planétaire. Alors on parle souvent de la crise de la quarantaine dans un langage extrêmement courant, mais en fait peu de gens savent que ça correspond en effet à un placement particulier de planète et vous allez rentrer dans cette zone-là qui est une zone de turbulence, mais qui en même temps est une zone qui va apporter une nouvelle lecture de vous-même et puis une restructuration. Mais en effet, eh bien, quand on peut l'anticiper, c'est quand même plus agréable et ça permet de s'y préparer. Donc ça, c'était la porte 3 dans votre question. La porte 4, je dirais que c'est la partie vivre en paix avec soi-même. Et c'est vrai que c'est très important pour le quotidien de pouvoir être en paix avec soi. Et donc, la partie de la phrase de votre question, c'est « je voudrais me recentrer sur moi, être en paix avec moi ». La compréhension de soi et de ses blessures, en effet, peut permettre de trouver cette paix, mais également, il faut savoir qu'on a tous un chemin personnel pour y parvenir. Sur cette porte-là, cette porte 4, je pense que les clés métaphoriques pourraient tout à fait apporter un éclairage, un cheminement en 3 étapes pour arriver à cet état d'être de paix intérieure. Comment est-ce que je peux être en paix avec moi ? Les clés métaphoriques peuvent donner la technique à mettre en place pour être en paix, peuvent donner l'attitude pour être en harmonie avec soi, et enfin l'état d'être, c'est-à-dire que la 3e clé des clés métaphoriques, c'est un processus alchimique, spirituel en 3 étapes, et la 3e clé, c'est quel état d'être pour être en harmonie. C'est vraiment, j'incarne finalement ce procédé, et je l'incarne totalement.
La cinquième porte, c'est la partie hypersensibilité et c'est la partie de votre question où je suis hypersensible, j'ai peur du jugement des autres. On va l'aborder finalement dans la porte 1, mais on pourrait aller encore plus profondément sur cette cinquième porte parce que vous dites être hypersensible, que vous avez une peur constante du regard des autres. Et dans ce qu'on voit du fonctionnement, il y a une réactivité émotionnelle très élevée, il y a un système nerveux qui peut saturer vite, il y a peut-être une instabilité intérieure quand vous n'êtes pas sécurisé, il y a un mental qui peut s'emballer dès qu'il y a une absence ou un manque de repères. Et vraiment, l'important, c'est de se dire que ce n'est pas une faiblesse, hein, c'est vraiment un système hyper réceptif. Je reçois tout très fort, je ressens tout très fort. Et peut-être que ce système hyper réceptif n'a jamais été sécurisé. Et le coaching astro-stratégique peut permettre de remettre du cadre, remettre ou mettre de la stabilité, remettre ou mettre de la régularité, des repères internes, pour que vraiment vous puissiez finalement habiter votre hypersensibilité plutôt qu'être noyé, submergé par elle. Et puis enfin, la dernière porte que je vois, donc la sixième porte, c'est mettre le cerveau, le mental en mode off. Ça correspond à la partie de la phrase « j'ai une personnalité borderline, je voudrais mettre mon cerveau en mode off ». Pour certains profils, en effet, ce mental qui tourne en permanence peut avoir deux origines. Ça peut être une hyperactivité mentale, ça peut être des pensées en boucle, ça peut être de l'analyse, de l'anticipation, des ruminations. Il peut y avoir une hyper-réactivité neuronale qui est liée au métabolisme, une surcharge du système nerveux, un brouillard mental pour certains, une difficulté à prioriser dans la vie de tous les jours, une incapacité peut-être à passer à l'action malgré les idées, mais on a du mal à se mettre en mouvement. Et ici, il y a un vrai travail métabolique finalement dans cette partie-là de votre question. Cétose, mitochondrie, gestion du glucose, inflammation du système nerveux, etc. etc. Et ce sont des leviers majeurs pour retrouver une sérénité intérieure, un calme intérieur. Et pour ça, il serait intéressant d'investiguer le programme Métabovie qui peut permettre de voir déjà si votre cerveau tourne trop vite parce que il compense, parce qu'il est en mode survie, parce qu'il est sous-alimenté énergétiquement, parce qu'il est en alarme éventuellement. Mais vraiment, ce programme-là peut répondre à cette sixième porte qu'on vient d'ouvrir. Alors si je dois déjà faire une petite synthèse, c'est pour vous dire que votre problématique, finalement, elle ouvre déjà énormément de portes de coaching, énormément de portes d'entrée, et que, pour ces quelques minutes que nous allons passer ensemble, j'ai décidé d'aller sur la porte 1, qui est qui je suis. Parce que dans cette première porte qu'on va ouvrir, finalement, c'est d'aller voir quel est mon fonctionnement émotionnel, mon fonctionnement relationnel, et finalement avoir une espèce de portrait robot. La compréhension, c'est la première étape. Qui je suis ? Comprendre mon fonctionnement. Comment est-ce que je fonctionne ? Comme je l'ai dit, dans le fonctionnement, il y a le fonctionnement émotionnel, il y a le fonctionnement de par la volonté, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en œuvre, il y a le fonctionnement relationnel, comment je communique, comment je perçois les autres, et puis quelles sont mes aptitudes sociales, sociétales, professionnelles. On ne va pas pouvoir aborder tout ça, bien évidemment, mais on va pouvoir poser les jalons de cette compréhension de qui vous êtes. La première chose qu'on va aller voir, le cœur de votre fonctionnement, parce que je vais démarrer sur ça, c'est vraiment très important parce que ça attire l'œil sur votre carte, c'est ce stellium, Lune, Mars, Saturne, Pluton, qu'on voit comme ça en balance, en maison 9. C'est vraiment, ça attire l'œil, ça prédomine, ça domine toute la carte. On voit bien que c'est culminant comme ça en haut du ciel, donc c'est ce qui nous saute aux yeux, clairement. Et il y a vraiment cette concentration planétaire très forte en maison 9, en balance. C'est ce qu'on appelle donc un stellium. Ça crée un fonctionnement hyper intense, hyper réactif, hyper sensible, mais aussi structuré, lucide et parfois même, je pense, intransigeant envers vous-même. Donc la Lune, ça va parler de nos émotions. Ça va parler aussi de notre conditionnement émotionnel. C'est aussi ce qu'on attendait de nous dans l'enfance pour recevoir de l'amour. Et donc, c'est vraiment comment, est-ce qu'on s'est conditionné. Et donc, à chaque fois que vous allez être prise par vos émotions, vous allez réagir dans votre lune en signe et en maison, donc dans cette lune en balance en maison 9. Et qu'est-ce que ça nous dit sur cet aspect émotionnel ? Que vous êtes en quête d'harmonie, en quête de sens. La lune en balance, elle fait de vous quelqu'un qui va capter immédiatement les ambiances, qui va ressentir profondément l'injustice, qui va chercher l'harmonie, mais qui va
donc pouvoir se sacrifier souvent pour éviter les conflits. C'est vraiment cette image de la balance, le plateau quoi. J'essaye d'équilibrer les choses et du coup, eh bien, je vais être amenée parfois à ne pas oser dire non, à me plier finalement à ce que je ressens que l'autre a besoin pour équilibrer les choses. Comprenez bien que la balance, elle a besoin de cette harmonie, elle a besoin de cet équilibre et qu'elle vraiment elle a horreur du conflit. Et ça va être, sa ligne de mire, ça va être d'éviter le conflit tout le temps, tout le temps. La deuxième chose dans la balance, elle a deux plateaux. Et donc la balance, elle existe parce qu'il y a un autre qui lui renvoie une image. Donc la balance, elle a toujours tendance à aller chercher l'approbation de l'autre. Et le regard de l'autre a de l'importance. Alors là, petite parenthèse neurostratégique, souvent on se dit, bah oui, j'apporte de l'importance au regard de l'autre et j'en ai marre, j'aimerais ne plus apporter d'importance au regard de l'autre. Sachez que physiologiquement, c'est déjà un non-sens. Et il est important d'éclairer cette vision-là et ce désir-là qu'on est beaucoup à avoir. Et je pense que même dans le milieu du bien-être, on nous a beaucoup dit ça d'ailleurs, de se décentrer, de prendre du recul, de ne pas s'arrêter sur le regard de l'autre, de s'aimer soi. Ce qui est en fait un non-sens physiologique, évolutionniste, si j'ose dire, sur l'échelle de l'humanité. Parce qu'en fait, si vous remontez il y a plusieurs milliers d'années, en fait, le regard de l'autre, la présence de l'autre était vitale. Quand vous étiez dans la nature et que vous faisiez partie de la tribu, si la tribu vous lâchait, si vous étiez mis à l'écart de la tribu, vous étiez voué à mourir. Parce qu'il n'y avait pas la protection de la tribu, parce qu'il n'y avait pas la tribu qui allait chasser ensemble, par exemple. Et donc, un individu qui est exclu d'un groupe, eh bien, était voué à mourir. Mais comme on peut le voir, d'ailleurs, chez les animaux sauvages, un animal qui est exclu d'une tribu est voué à mourir. Ça va être très compliqué pour lui. Donc, on a cette génétique-là, en fait. Et donc, on a gardé, et fort heureusement, aujourd'hui, c'est vrai, on n'est plus confronté à ça, de se dire, si je me retrouve seul, je vais mourir. Mais archaïquement, vraiment, au niveau de nos cellules, c'est quelque chose d'enregistré. Donc, essayer de ne plus regarder l'autre ou de ne plus avoir ce regard de l'autre, je dirais que c'est impossible et qu'il faut le prendre dans l'autre sens. La neurostratégie, ça serait de se dire, il est normal d'apporter de l'importance au regard de l'autre. Mais du coup, c'est comment je prends de la hauteur par rapport à ça et comment est-ce que quand je mets beaucoup d'énergie ou que je vis mal ce regard de l'autre, comment je peux me dire, ok, je sais que c'est important parce que dans mes gènes, si je suis rejetée, c'est voué à quelque chose de très compliqué. Eh bien, rien que d'avoir ça en tête, souvent, ça permet d'apaiser la charge émotionnelle. Donc déjà, gardez bien ça en tête parce que c'est vraiment important de le comprendre. Et vous, en plus, avec cette balance, cette lune balance et ce stellium en balance, toutes ces planètes que vous avez en balance, je dirais que c'est 2 fois plus fort chez vous. Il y a vraiment l'importance du regard de l'autre. Et c'est l'autre qui va venir finalement me renvoyer comme un miroir, me renvoyer qui je suis. J'existe parce que l'autre me renvoie une image. Alors ça, vous ne pouvez pas le changer. C'est, comme je l'ai dit, c'est inné, c'est en vous, c'est vraiment votre construction. Par contre, là où vous pouvez agir, c'est comment je m'entoure de personnes qui vont me renvoyer une image positive de moi-même. Et c'est là où, une première piste que je pourrais vous donner, c'est de lister, vous savez, vous faites un code couleur. Les personnes vertes, les personnes oranges, les personnes rouges. Vous pouvez faire aller à un 4e niveau avec une autre couleur. Et ça va être d'analyser, ok, dans mon entourage proche, qui est rouge, qui est orange, qui est vert. Et puis dans mon entourage un peu plus lointain, dans mon quotidien, même si ce n'est pas mes proches, dans mon quotidien, qui je vais voir au quotidien, qui est rouge, qui est orange, qui est vert. Et vous classez ça, et vous essayez de le suivre comme ça, peut-être pas tous les jours, mais une fois la semaine, en tout cas au début faites-le tous les jours pour voir, et puis après faites-le un petit peu plus éloigné. Et voyez qui est en rouge et qui vous voyez trop souvent, parce que bien évidemment vous comprenez bien que les personnes en rouge, il faudra les voir le moins souvent possible, les oranges, idem, et les personnes vertes, il va falloir vous entourer de ces personnes-là. Et vraiment, dans l'idée, c'est d'inverser la tendance et de se dire, si j'ai beaucoup de personnes rouges au quotidien, ça ne peut pas aller, je ne vais pas avoir mon équilibre. Et le but, ça va être de trouver des personnes vertes, avec ce code couleur vert. Donc, vraiment, ayez en tête que vous avez cette propension à ce que le regard de l'autre soit important. Et pour ça, il va falloir vous entourer de personnes qui vont vous soutenir. Vous avez aussi besoin avec cette lune en balance que vos émotions soient comprises, soient validées, soient reconnues. Là aussi, ça peut être intéressant. Est-ce que dans l'entourage proche,
mari, éventuellement les parents, ou les frères et sœurs si vous les voyez, mais aussi les enfants, vos enfants. Est-ce que vraiment ils prennent ça en compte? Est-ce qu'ils vous comprennent? Est-ce qu'ils savent gérer les fluctuations émotionnelles? Est-ce que ça répond à vos besoins? Là aussi, aller finalement vers la formation que j'ai parlé tout au début, ça peut être intéressant. La première chose à comprendre dans les émotions, c'est parce que les autres apprennent par l'exemple et vont se caler aussi sur finalement ce qu'on montre de nous. Donc c'est déjà de comprendre vos besoins. Et donc c'est ce qu'on est en train de faire. Je suis en train de vous expliquer vos besoins parce que la lune, c'est nos besoins émotionnels. Donc il faut que l'entourage comprenne que vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin d'un climat serein, sans conflit, que vous supportez pas l'injustice, donc que vous avez besoin d'équilibre. Et que si vous sentez que là, il y a une injustice pour vous, ou pour les autres, mais aussi pour vous, ça peut être très compliqué pour vous à gérer. Et que dans ces cas-là, eh bien, peut-être au lieu d'envoyer tout balader, eh bien, votre façon de réagir, ça va être d'éviter à tout prix le conflit et du coup d'essayer de vous suradapter, de plaire à l'autre. Il y a cette notion-là, de plaire à l'autre, pour pouvoir finalement apaiser votre système nerveux. Et quelque part, on voit bien que ça peut être contre-productif, parce que du fait que vous vous suradaptez pour éviter le conflit, vous n'êtes pas super bien, parce que le besoin, il n'est pas comblé en fait. Donc voilà, il y a vraiment ce côté-là, et ça, il faut leur expliquer. Deuxième chose, c'est comment est-ce que je me sens écoutée. Et là, toute l'écoute active peut rentrer en ligne de compte. La formation qui aura lieu au mois de février, c'est comment je fais de l'écoute active. Il y a une façon de le faire, il y a des techniques, il y a une technique. Comment est-ce que l'alimentation peut venir apaiser le système nerveux et apaiser mes émotions, etc. etc. Et puis comment, ça c'est très important dans les couples, mais même dans la famille en général, dans le cercle restreint, comment est-ce que mes enfants du coup communiquent, comment est-ce que mon mari communique, et si on arrive à tous comprendre comment est-ce que chacun communique et de quoi il a besoin pour se sentir entendu dans sa part émotionnelle, eh bien les relations au quotidien sont quand même beaucoup plus apaisées. Votre lune, elle est en maison 9, ça veut dire que votre émotionnel, il cherche toujours un sens, une vision, une direction, un idéal auquel se rapprocher. La maison 9, c'est les grands voyages. Alors je ne sais pas si vous aimez voyager, mais c'est les grands voyages, c'est aussi les cultures étrangères, s'intéresser aux cultures étrangères, donc soit par le voyage, mais soit par, je sais pas moi, une formation, enfin voilà, être quelqu'un qui travaille avec des cultures étrangères, justement. Et puis c'est tout ce qui est, oui, donner du sens, c'est aussi la philosophie. Je ne sais pas si c'est un domaine qui vous intéresse, mais vraiment on voit que dans cette lune, il y a un besoin de faire quelque chose qui a du sens, de ressentir, d'avoir une vision plus large, plus lointaine. C'est un peu... et d'ailleurs je le ressentais dans le qui je suis, c'est qui je suis dans ce monde-là, quoi. C'est un peu cette idée-là. Donc vous ressentez, dites-vous bien que vous ressentez jamais juste une émotion. Vous ressentez une émotion, ce qu'elle dit de vous, de votre place, de la relation, du monde. Cette lune en maison 9, elle a il y a de l'émotionnel beaucoup plus global en se situant dans le monde. On a Mars qui est conjoint à la lune, donc là ça va nous donner des émotions très immédiates, dans l'impulsion, l'impulsivité, dans l'hyper-réactivité, c'est équivalent à une lune bélier, voilà, en signe du bélier. Donc ça veut dire que vous réagissez vite, que vous allez vous enflammer vite, intérieurement je parle, que vous allez toucher assez vite, vous allez ressentir vivement de l'émotion, vous pouvez vouloir agir aussi vite. C'est un émotionnel qui va être explosif, mais silencieux. Et donc, parce qu'il y a cette lune en balance qui demande finalement de plaire à l'autre, mais qu'il y a une hyper-réactivité émotionnelle, eh bien on va avoir tendance peut-être, vous allez avoir tendance peut-être à ce que ce soit explosif mais silencieux. C'est-à-dire, vous allez contenir à l'extérieur, les gens vont pas avoir forcément le voir, mais à l'intérieur ça va bouillonner. Et peut-être même que ça peut sortir en explosant, mais je pense que vu cette lune en balance, je pense plutôt que c'est très contenu et qu'à l'intérieur, eh bien ça va bouillonner, quoi. On a Saturne conjoint à la Lune, donc là on est dans l'autocontrôle, on est dans la retenue, dans la peur de mal faire. Saturne collé à la Lune va ajouter du coup du contrôle dans cet émotionnel, c'est-à-dire je sens que je dois plaire, je veux pas de conflit, je pars vite, je ressens vite, très intensément, et en même temps je ne m'autorise pas à exprimer, je vais être dans l'autocontrôle parce que ça ne se fait pas, parce que
on ne m'a peut-être jamais autorisé, parce que j'ai peur du jugement, j'ai peur d'être rejetée. Une lune Saturne, ça va pas être l'objet de cette vidéo, mais on peut s'interroger sur le rapport à la mère, aussi sur ce syndrome du mal-aimé, cette sentie mal aimé, jamais aimé, en tout cas pas aimé à ce qu'on aurait aimé ressentir. Donc ça, voilà, on peut creuser là-dessus bien évidemment sur le rapport à votre mère. Et donc Saturne collé à la Lune va ajouter de la timidité émotionnelle déjà dans l'enfance. Ça peut ajouter beaucoup d'exigence, peu de reconnaissance, et ça, vous en avez parlé. Un besoin de tenir bon. Je dois être sérieuse, je dois être responsable, je dois porter. Une difficulté à lâcher prise. Hein. Il y a du mental dans tout ça, il y a du mental. Et dans cet aspect-là, on ressent justement la petite fille qui s'est surresponsabilisée très tôt, qui a compris qu'il fallait être sage pour être tranquille finalement. Et là aussi, il y a une analogie très intéressante et on pourrait les creuser en detailing ou voilà sur vos croyances au niveau de votre corps. Mais finalement, dans ces aspects-là, comme je le dis, être sage pour être tranquille. Et finalement, si aujourd'hui je trouve la paix, si je suis en paix avec moi-même, qui était dans votre questionnement de base, si je suis en paix avec moi-même, est-ce que être en paix avec moi-même ne veut pas dire être sage? Alors qu'en fait, au fond de moi, j'ai plus envie d'être sage, j'ai envie de pouvoir parler. Et puis, le dernier aspect, c'est Pluton conjoint à la Lune. Et là, on sent l'intensité, la peur d'être blessé, la renaissance permanente. Pluton vient vraiment donner de l'intensité émotionnelle extrême. Je ressens tout profondément. L'obsession, peut-être aussi parfois. Les émotions qui vont prendre toute la place. Il y a un terrain, du coup, anxieux, même d'angoisse, peut-être. Les émotions donc prennent la place, la peur d'être trahi, la peur d'être abandonné, la peur d'être manipulé. Il y a un besoin vital aussi de vérité. Et puis Pluton, n'oubliez pas que il y a toujours le positif et le négatif dans tout dans la vie, hein, le yin et le yang. Et du coup, Pluton, c'est aussi le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, quelque part, à chaque fois que vous allez mourir intérieurement, vous allez renaître, vous allez repartir, vous allez recommencer. Ça vous donne vraiment une ténacité. Voilà. Donc, on sent que émotionnellement, c'est pas simple. On sent que oui, qu'il y a des blessures, on sent qu'il y a ce besoin du regard de l'autre, qu'il y a la peur d'être rejeté, la peur d'être pas aimé, et l'envie d'être aimé, du coup, en miroir en face. Mais on sent qu'il y a de la ténacité et qu'il y a une grande force qui dit mais je peux transmuter ça, quoi. Donc cette lune-là, déjà, vous comprenez bien que elle est jamais neutre, elle vit tout à 100% en profondeur. La lune est carrée à vos nœuds lunaires. Ça pourrait nous dire ici, sur cette piste-là, il faudrait creuser, hein, mais un passé où l'émotionnel n'a pas été accueilli, une construction identitaire fragile, une difficulté à savoir aussi ce que vous voulez, un tiraillement entre aide pour les autres, aide pour soi. Et c'est d'ailleurs l'aspect des personnes qui disent souvent « je ne sais pas qui je suis » justement. Parce que la boussole émotionnelle, finalement, n'a jamais été calibrée correctement, si on peut parler comme ça. Vous avez un ascendant Capricorne, et ça c'est de nouveau le masque du sérieux, ça nous renvoie à Saturne. Donc votre ascendant Capricorne, c'est finalement la première impression que vous donnez aussi aux autres. Il y a un côté très sérieux, protecteur, méfiant aussi, qui ne montre pas forcément ce que vous ressentez, qui veut être solide, fiable, qui va assurer. De nouveau, on est dans la responsabilité. Et le maître de l'ascendant, c'est Saturne. Saturne, eh bien, il est en balance, maison neuve, collé à votre lune. Donc, il y a un extérieur solide, mais quelque part, un intérieur hyper fragile. Et c'est le combo typique des personnes qui disent « tout le monde pense que je vais bien, mais à l'intérieur, eh bien, je peux être totalement en vrac. » Mais ça ne se voit absolument pas. Et donc, on va dire de moi que je suis un roc, que je suis la personne sur qui on peut s'appuyer, alors que j'ai peut-être juste envie de m'appuyer un petit peu sur les autres. Et puis, ce qu'on peut voir, c'est Neptune conjoint à l'ascendant, en maison 12 et en Sagittaire. Ça nous dit quoi? Eh bien, ça nous dit qu'ici, Neptune conjoint à l'ascendant, le « je sais pas qui je suis », eh ben, merci Neptune en fait. Parce que c'est ce Neptune-là qui dit « je sais pas qui je suis ». Neptune, c'est le flou. Alors, toujours positif, négatif ou challengeant, je préfère ça. Neptune, c'est le flou, mais c'est aussi nos idéaux. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un de très idéaliste, de rêveuse, qui a envie de rêver et de romantique. Il y a tout ce côté-là avec Neptune.
Mais à côté, eh bien, ça veut dire ne pas avoir de limite, une identité floue, où on ne sait pas qui on est, en effet, et qu'on cherche, on cherche qui on est. Ce Neptune en maison 12, en plus, il est en domicile de maison. Donc c'est un Neptune fort dans le thème. Il est en Sagittaire, il est collé à l'ascendant. C'est un Neptune donc dominant, un Neptune pur vraiment. Et ça va être le signe des personnes qui vont être poreuses. Ce que je veux dire dans poreux, c'est qu'ils vont absorber tout leur environnement. Absorber ce que pensent les autres, ce que ressentent les autres. Mais tant que vous n'avez pas conscience que vous ressentez ce que ressentent les autres, eh bien c'est hyper déstabilisant. Parce que du coup, vous avez l'impression que toutes ces émotions vous appartiennent, alors que parfois pas du tout. En Access Consciousness, il y a un exercice qui consiste à se dire, ok, est-ce que cette émotion ou est-ce que ce que je ressens m'appartient? Je prends le temps de ressentir, vous pouvez même fermer les yeux. Ok, est-ce que là, cette tristesse que je ressens, est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est à moi? Si vous vous sentez légère quand vous le dites, c'est que c'est à vous. Si vous vous sentez lourde, je sais pas, il y a un truc, il y a une boule, il y a machin, ça, vous sentez que c'est lourd dans votre corps, c'est que c'est pas à vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez juste dire la phrase, ok, alors je rends cette tristesse à qui ça appartient. Prenez une profonde respiration et vous verrez que ça soulage. À chaque fois que vous ressentez des émotions fortes, que vous ressentez quelque chose, demandez-vous si ça vous appartient. Est-ce que cette émotion m'appartient? Si ça ne vous appartient pas, je fais retour à l'envoyeur avec tout ce qui y est associé. Vous allez potentiellement manquer de limites naturelles, vous allez savoir lire, et ça c'est une force, vous allez savoir lire les autres mieux finalement que vous-même. Ça peut être une grande force de pouvoir vous connecter comme ça aux autres, mais ça peut aussi être hyper déstabilisant. Là vraiment, il y a en tête que ce Neptune, eh bien c'est ce Neptune qui va faire que vous êtes quelqu'un de très sensible, de très connecté aux autres, et ça c'est bon pour vous. Mais à l'inverse, que vous n'allez pas savoir qui vous êtes vraiment, et c'est pas une faiblesse, c'est parce que votre identité se mélange et que vous allez capter l'identité des autres quelque part. Par contre, Neptune, maison 12, eh bien c'est aussi un mental créatif, et donc ça va vous donner un imaginaire énorme, un mental un peu visionnaire, une créativité très intuitive, une hypersensibilité spirituelle, dans le côté plus challengeant, comme je le disais, une impression de flotter, de l'isolement intérieur, avoir envie de se replier sur soi pour être dans de la rêverie mentale, une confusion identitaire, une tendance à fuir pour survivre aussi, ça peut être fuir par la pensée, je m'isole dans ma rêverie, ça peut être fuir par des conduites addictives par exemple, l'alcool, des drogues, que sais-je encore, et vraiment là on retrouve cette phrase, je voudrais mettre mon cerveau en off, c'est vraiment une phrase neptunienne qu'on peut retrouver parce que finalement on pourrait se dire qu'il y a une saturation et que du coup on a envie de fuir. Là, ce qui pourrait être intéressant comme stratégie, ça serait de se dire, eh bien, pourquoi pas faire du théâtre, jouer des rôles. Le Neptunien est très bon pour ça, pour être un acteur, pour voilà. Et je ne sais pas si vous faites du théâtre ou si vous avez déjà abordé cette piste-là, mais vraiment, ça pourrait convenir à votre profil de jouer des rôles sans qu'il y ait une attente du coup. Je pourrais me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivre finalement la vie de quelqu'un d'autre, sans que ce soit dangereux pour moi, sans que j'ai peur du regard de l'autre, sans que j'ai besoin de permission de l'autre. Et ça pourrait permettre justement cette créativité, mais aussi cet isolement, et quelque part sublimer ce côté très sensible. Ensuite, eh bien, on va voir le dernier aspect de ce portrait robot, parce qu'on a déjà vu beaucoup de choses, ça va être le soleil, et vous avez un soleil en poisson, en maison 2. Donc ici, eh bien, ça nous connote une nouvelle fois à Neptune, puisque le poisson, eh bien, sa planète, c'est Neptune. Donc de nouveau, eh bien, oui, le côté douceur, fusion avec l'autre, hyper empathique. Donc vous êtes hyper empathique, vous êtes hyper sensible, vous êtes hyper intuitive, très réceptive aux ambiances, avec une tendance à vous dissoudre pour faire plaisir à l'autre. Je pense que vous avez déjà bien compris votre portrait robot, qu'entre la balance et ce besoin d'exister au travers du regard de l'autre, ce besoin d'avoir un miroir qui est l'autre avec un grand A, avec ce Neptune à l'ascendant qui, du coup, me pose des difficultés à savoir qui je suis et puis qui me rend ultra empathique et sensible, en maison 12, donc en domicile, avec ce soleil poisson qui, de nouveau, eh bien, me ramène à Neptune. Vous avez compris que vous allez vraiment ressentir beaucoup votre environnement. Ce soleil en poisson va aussi
finalement alimenter ce flou identitaire. Il y a un soleil carré Neptune, ça veut dire qu'il y a du brouillard, de la confusion, il y a aussi de l'idéalisation, de l'hypersensibilité élevée. Il y a un trigone au nœud nord, donc il y a un vrai potentiel d'évolution. Le nœud nord, je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici parce que ça serait trop long, mais c'est ce qu'on nous demande finalement d'aller incarner vers ce quoi on doit aller pour transcender un petit peu tout ça. Et donc il y a un vrai potentiel d'évolution si vous travaillez votre stabilité interne à ce niveau-là. Il y a un sextile au nœud sud, donc une facilité à être soutenu par les anciens schémas. Il y a un sextile à Chiron, donc c'est une guérison puissante par la spiritualité, par le soin, par l'intuition. Finalement, c'est peut-être aussi le cheminement de se connecter à l'autre, d'aller vers le spirituel pour aller s'auto-guérir. C'est en tout cas quelque chose qu'il faudra investiguer, je pense. Et puis, ce soleil, il est en maison 2 et ça nous donne une autre coloration. C'est comme si vous aviez un soleil Taureau. Et donc ici, eh bien, ça donne un besoin d'ancrage, une stabilité matérielle. Le soleil Taureau, il est généralement très ancré. Il va avoir une sécurité physique, alimentaire, financière, affective. Le Taureau, c'est quelqu'un sur qui on va s'appuyer, qui est solide. Eh bien, ça vous donne aussi ici de la constance. Donc, on retrouve, si vous voulez, si je dois un petit peu résumer ce portrait robot, ce fonctionnement en fait global, vous ressentez tout très intensément. Vous contenez tout. C'est-à-dire, avec ce Saturne, avec cet ascendant Capricorne, il y a un poids, le sens des responsabilités. Le poids d'être responsable. Il y a de l'ambition aussi, mais qui se perd, qui se dilue peut-être dans ce Neptune qui est flou. Vous absorbez les émotions des autres, vous avez un mental un petit peu poreux, vous pouvez douter de vous-même, vous allez chercher la paix, l'équilibre au détriment finalement de vos propres émotions tumultueuses, c'est-à-dire que vous ressentez intensément, mais qu'à mon avis, vous ne vous autorisez pas à exprimer les choses. Et donc du coup, eh bien, ça toupine à l'intérieur de vous, si je peux le dire comme ça. Vous voudriez exister sans avoir peur d'être jugé, mais on a vu, la première des neurostratégies, c'est de comprendre qu'on a besoin du regard de l'autre pour être quelque part en vie. Et donc, on peut déjà se déprogrammer à ce niveau-là, de se dire, ok, je fais attention au regard de l'autre et c'est normal. Ok, c'est normal. Et d'autant plus dans votre cas, quand on analyse la carte, c'est d'autant plus normal de faire attention au regard des autres. Et du coup, je pense que ça libère déjà une espèce de culpabilité, de se dire mais il faut absolument que je sorte de ça. Eh bien non, Angèle, vous ne pouvez pas sortir totalement de ça. Par contre, c'est ce que je vous disais, c'est comment je fais pour vivre avec ça. Mais je ne sortirai pas de ce mécanisme-là. Je peux par contre avoir des stratégies d'adaptation qui vont me permettre que ça devienne soutenant et non plus une épreuve. Donc votre défi majeur, c'est trouver un axe intérieur stable dans un thème qui vous pousse à être partout, tout le temps, dans tous les mondes finalement. Vos forces, eh ben, c'est votre profondeur, c'est votre intuition, c'est votre lucidité, c'est votre capacité à renaître, à être vraiment opiniâtre, à être dans j'y arriverai. Ça mettra peut-être toute une vie, mais j'y arriverai. La sagesse aussi, qui va se cacher derrière les épreuves. Et puis, vous avez une très grande empathie, vraiment. Et il faut en faire votre force. Voilà ce que je pouvais dire. J'espère que ça vous a apporté au moins un éclairage. Comme je dis toujours, commencer à se comprendre, c'est peut-être les 3/4 du travail. Quand on a compris qui on est, les solutions, les pistes, les leviers, en fait, apparaissent d'eux-mêmes parfois. Donc déjà, comprendre ces pistes-là, c'est déjà extrêmement important pour pouvoir appréhender votre mode de fonctionnement et vous dire, ok, donc c'est normal ce que je ressens, je ne suis pas dans une passe complètement déconnectée, enfin voilà, c'est ok, je suis comme ça, c'est bon quoi. Et de passer ensuite à la phase levier. Dans une prochaine séance, si vous avez envie de creuser davantage, il y avait beaucoup de thématiques dans votre questionnement, on pourrait explorer eh bien, en effet l'enfance. L'enfance, c'est ce que je vous ai dit, les imagos parentaux, le rapport à la mère, le rapport au père, le langage familial, le comment j'ai dû être pour recevoir de l'attention ou un minimum d'amour. Et on voit bien, de par les aspects de votre lune, on voit bien que
le rapport à la mère, mais même au père, hein, voilà, il y a une discussion à avoir là-dessus, on pourrait échanger. Ce serait très intéressant d'aller voir ce que 2026 vous réserve, parce que comme j'ai dit, vous rentrez dans la fameuse crise de la quarantaine, et que l'anticiper, même si c'est très prochainement, puisque je crois que c'est en mars de mémoire que ça commence, eh bien, ça serait très intéressant d'aller anticiper tout ça et d'aller dans ce cheminement, hein, qui va durer quelques années. On pourrait investiguer comment sortir du jugement des autres, en tout cas comment être soutenu au quotidien avec le regard des autres, et comment je peux faire que ça devienne un atout pour moi. On pourrait faire des clés métaphoriques pour retrouver la paix intérieure, comment je peux être en paix intérieurement, dans la sérénité. Et puis bien évidemment, et peut-être que c'est un aspect très important qui peut aider, j'ai envie de dire, la globalité, c'est les pistes métaboliques pour retrouver un cerveau qui respire. Quelles pistes métaboliques et hormonales je peux mettre en place pour vraiment retrouver un équilibre hormonal et dans mon fonctionnement cérébral. Je conclurai vraiment pour vous donner une piste justement métabolique qui est la première chose, ça va être le sommeil. Alors je ne sais pas si vous dormez bien, j'avais pas cette donnée-là, mais par contre, si je peux vous donner une piste du programme Métabovie, c'est de vous coucher avant 22h. Et voilà, le plus souvent possible, avant 22h. C'est vraiment très important, même avant l'hiver, là il fait nuit très tôt, donc l'hiver vraiment on mise tout sur la réparation et le sommeil. Le sommeil est extrêmement important et pour les hormones, et donc il va être important de vous coucher avant 22h. Donc première étape, c'est d'instaurer un coucher avant 22h. Voilà Angèle, j'espère que ça vous aura apporté quelques pistes, quelques leviers, quelques pistes de compréhension de vous-même, et bien sûr je me tiens à votre disposition si vous avez la moindre question. Alors maintenant, eh bien, on va aborder la deuxième personne qui a participé aux clés du réajustement, et c'est Charlotte. Et Charlotte, eh bien, elle me dit: je suis en pleine recherche perso et pro, j'aimerais savoir qui je suis, découvrir mes dons, je sens qu'il y a quelque chose de plus grand, mais je ne sais pas quoi, je me sens un peu perdue professionnellement, je ne sais pas encore comment accompagner les personnes. Alors là, dans cette problématique, Charlotte, eh bien, on voit qu'il y a deux axes. Il y a l'axe personnel, du coup, c'est comprendre qui je suis. Encore une fois, on va parler ici des fonctionnements. Donc, comment est-ce que je fonctionne? Comment est-ce que je fonctionne sur ma base émotionnelle, instinctive? Comment est-ce que je communique? Quelles sont mes facultés, entre guillemets, innées? Et mes zones de challenge. Donc ça va être le volet personnel. Et puis le volet professionnel, en effet, quelles sont mes appétences, mes compétences innées, j'ai envie de dire, hein, pour le moment. Et puis, eh bien, quelle profession je pourrais faire, comment est-ce que je pourrais accompagner les autres si j'avais cette vocation, en tout cas cet élan inné. Je vous propose ici d'aller sur le volet professionnel, parce que je dirais que dans la question, il y avait un petit peu plus de questionnement sur le professionnel, donc je vous propose d'aller vers le volet professionnel et de laisser pour une prochaine fois, ou pour si vous décidez d'aller plus loin par exemple, eh bien d'aborder le volet personnel. Bien évidemment que de toute façon, tout projet professionnel, je pense, il faut déjà connaître ses bases personnelles, son mode de fonctionnement, puisque notre fonctionnement inné, personnel, va impacter profondément notre façon d'être aussi dans le professionnel. Mais on va pour aujourd'hui explorer le côté professionnel. Ce que vous décrivez, eh ben, c'est une phase de seuil au moment où finalement un petit peu l'ancienne version de vous-même a commencé à se dissoudre et où la nouvelle est pas encore claire. Et donc c'est souvent ce moment charnière où on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, qui est en train de muter. On a envie de quelque chose d'autre et en même temps c'est pas encore là tout à fait. Et pour éclairer ce passage, eh bien, on va étudier ensemble votre maison 10, la maison justement du professionnel, de la vie sociale, la maison 6 qui parle de la manière dont vous travaillez et dont vous accompagnez, votre ascendant qui parle aussi de votre posture, de comment les autres vous perçoivent, votre énergie de présence, votre façon naturelle, en tout cas ce que perçoivent les autres dans la façon de rentrer en relation, et puis les maîtres, ce qu'on appelle les maîtres de maison, les maîtres de ces maisons-là, qui nous racontent un petit peu vos talents et aussi les paradoxes, les peurs, les freins, etc., etc. Alors on va aller voir votre vocation, c'est la maison 10, votre milieu de ciel, et on peut voir qu'il est en Lion. Et c'est aussi la réussite sociale, hein, ça nous parle de la réussite sociale, ça nous parle vraiment de tout ça.
Et ça nous dit quelque chose de très important parce que vous êtes faite pour briller. Ici, le milieu de ciel étant lion. Vous êtes faite pour être visible. Vous êtes faite pour guider. Le lion, c'est un leader. Si on imagine, si vous voulez visualiser le lion, voyez-le en train de marcher dans la savane. Il n'a pas besoin de se dire qu'il inspire les autres, qu'il est rayonnant, qu'il est beau. Il est beau, il est rayonnant et il est inspirant. Le lion, quand on le voit marcher et se dandiner du derrière, on voit bien qu'il inspire toute la savane et qu'il inspire, voilà, vraiment, on est à côté et on se dit, waouh, mais moi j'aimerais trop être un lion, quoi. Mais lui, il n'en a pas forcément conscience, c'est son talent, il est comme ça. Eh bien, c'est ce que ça nous dit pour vous. Vous êtes comme ça, ça indique que vous êtes naturellement inspiré, que naturellement vous inspirez les autres, que vous réchauffez, que vous donnez confiance, que vous transmettez aussi dans cet aspect vraiment leader et que vous portez une lumière personnelle qui va servir les autres dans le sens profiter aux autres. Il y a en vous une énergie de leadership bienveillant. Alors on n'est pas dans le leadership autoritaire, on n'est pas là-dedans, mais plutôt celui qui va créer un espace, celui qui donne envie de se dépasser. Le maître de la maison 10, c'est le soleil qui, chez vous, est en maison 4 et en poisson. Ça nous dit, votre soleil, donc il est maître de cette vocation, en maison 4 en poisson, et donc c'est le foyer intérieur, c'est les racines, c'est l'intime, c'est le soin, c'est la mémoire émotionnelle. C'est le foyer, c'est vraiment le cocon, cette maison 4. Et avec un soleil en maison 4, votre vocation, elle n'est pas extérieure. Elle passe par le retour à vous, par l'exploration intérieure, par le soin de l'autre dans sa profondeur, dans ses racines. Et puis on est en poisson ici, donc ça rajoute quelque part l'idée d'une sensibilité, d'une intuition, de spiritualité, une capacité aussi à guider dans l'invisible, une capacité à percevoir les zones non dites chez les autres, ce qu'on peut garder secret. Vous n'êtes pas faite pour un métier classique ou trop structuré. Votre vocation, elle est plutôt sensible, intuitive, psychologique, reliée finalement peut-être à ce qui touche l'âme, voilà, ce qui touche quelque chose de plus profond et de discret. Les aspects du soleil, les trigones Jupiter, donc il y a une grande bienveillance, une capacité d'enseignement aussi, une faculté à transmettre aux autres. Vous avez un potentiel de guide naturel de par ce lion, cette maison 10 en lion, mais aussi parce que Jupiter, c'est le guide, c'est celui qui apprend à l'autre, c'est celui qui veut transmettre. Ensuite, il y a un carré à Uranus, donc on peut voir que vous n'aimez pas certainement la contrainte, que vous avez besoin de liberté, de créativité, de surprise, et que le chemin ne sera peut-être pas linéaire, c'est plutôt un indicateur de forte vocation originale, non conventionnelle, parfois peut-être même un peu décalée, là où on n'attend pas. Donc, par rapport à cette maison 10, eh bien, votre route professionnelle, elle n'est pas classique. Votre don va résider plutôt dans la profondeur, dans le soin, l'écoute intuitive, le guidage émotionnel, la transmission inspirante et inspirée. Vous êtes une accompagnante poisson, une enseignante intuitive, une faiseuse d'espace intérieur, de sécurité, de créer un espace sécurisant. Et donc, on n'est pas ici dans tout ce qui est technicienne par exemple. On va voir maintenant votre manière de travailler, la maison 6, qui est ici en bélier. La maison 6, ça parle de la pratique quotidienne, de la posture de travail, la manière d'aider, d'accompagner. Et chez vous, c'est en bélier, donc il y a de l'action. Le bélier, c'est aussi un signe leader. On va dire que pour les différencier, le lion, il va inspirer l'autre. On va avoir envie de le suivre. Ça va devenir un guide sans même qu'il ait envie d'être le guide. Je vous ai dit, c'est vraiment... Il n'a pas besoin de se dire « je vais emmener du monde », c'est que de par sa prestance, il emmène du monde. Mais le bélier, c'est différent. C'est le leader qui est hop, j'actionne, j'y vais, allez, vous me suivez, quoi. Et en fait, si vous ne me suivez pas, moi, de toute façon, j'y vais. Donc, il est plutôt dans l'action. Il va emmener les autres parce qu'il est dans le mouvement. Et donc, on voit bien que le bélier, c'est un signe d'action, d'impulsion, d'initiative. Et ça montre que vous êtes quelqu'un qui va ressentir rapidement ce qu'il faut faire, qui va droit au but, qui, sans les blocages des autres immédiatement, vous allez percevoir ça, vous allez agir plutôt qu'analyser trop longtemps, vous allez accompagner dans le mouvement, vous allez accompagner par exemple la décision, la prise de courage, le bélier c'est ça aussi, c'est le courage de faire les choses, peut-être aussi lever les peurs, le bélier il n'a pas peur.
Il peut d'ailleurs revivre plusieurs fois les mêmes échecs parce que, et vous avez une lune en bélier, donc c'est très intéressant, ça va sûrement vous parler, mais une lune en bélier, elle a vraiment ce besoin de faire des choses nouvelles, d'être tout le temps dans l'action. Et c'est tellement captivant pour une lune bélier de faire quelque chose de nouveau, même si c'est du déjà vu. En fait, c'est de réengager l'action. Alors après, la difficulté, c'est de pérenniser l'action. C'est-à-dire, j'ai une idée novatrice, j'ai envie de la mettre en œuvre, bon bah il faut aller jusqu'au bout, et parfois le bélier, il peut s'arrêter un petit peu parce que ce qu'il aime, en fait, c'est l'adrénaline du début. Et il peut comme ça reproduire les mêmes échecs, parce qu'en fait, c'est tellement passionnant de recommencer une action, et bien que même s'il sait qu'il l'a déjà fait et qu'il s'est planté, il va vouloir recommencer pour avoir cette petite dose d'adrénaline et de nouveauté et de commencer l'action. Donc on voit bien que vous allez accompagner ça chez les autres. La maison 6 et votre lune étant en bélier, vous avez ce talent-là de peut-être de voir pour les autres ce qu'elles pourraient faire, quelles actions elles pourraient mettre là où certains ne vont pas voir ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils vont être par exemple dans des peurs, dans des résistances. Eh bien, le bélier, il y a une levée comme ça, et il a envie, il a du courage, et il ne va pas se poser cette question, il va peut-être avoir peur même après, c'est-à-dire qu'il va se lancer, puis il va se dire « Oh, ah oui, j'avais pas pensé à ça en fait, ouais, bon, bah, je suis lancé, maintenant je vais y aller. » Voilà, c'est un peu ça l'idée du bélier. Le maître de la maison 6, donc c'est Mars, qui est lui en maison 12 et en balance. Mars a pas mal d'aspects, donc c'est là que votre thème va commencer à devenir passionnant. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais essayer de donner des petits éléments. Donc, Mars en balance en maison 12 opposé à votre lune, justement, conjoint à Saturne et Pluton, trigone à Mercure. On voit bien que là, il y a ici quand même quelque chose d'intense qui va se passer dans cette configuration. Et donc, c'est une configuration extrêmement intuitive, mais aussi extrêmement paradoxale. Mars en maison 12, c'est agir dans l'invisible. La maison 12, la maison du cachet, la maison de l'invisible. Et ici, Mars agit par la présence, par l'énergie subtile, par l'écoute aussi éventuellement, parce que vous ressentez sans que l'autre ne parle également. Vous êtes quelqu'un donc qui va accompagner dans l'inconscient, dans l'énergie, dans tout ce qui peut ne pas être formulé. C'est un Mars un peu de thérapeute, peut-être même de médium, peut-être même de guide énergétique. Et puis, ce Mars, il est en balance, on est ici dans l'action par l'harmonie. Votre manière d'agir va être douce, va être diplomate, va être ajustée, va être centrée sur le juste, très sensible au ressenti de l'autre. Il y a deux parties dans la balance, il y a la partie médiation, équilibre, justesse, et la partie artistique, le beau. Et donc, on pourrait se dire même qu'on pourrait accompagner l'autre dans des activités artistiques. Pourquoi pas? Sublimer les ressentis, les émotions non dites, ce que vous allez capter par l'énergétique éventuellement, et le mettre sur papier, en dessin, que sais-je, quelque chose d'artistique qui met le beau en valeur. Il y a cette opposition Lune-Mars, c'est la difficulté de vous affirmer. Donc vous avez du mal à vous affirmer, à dire ce que vous voulez, à prendre votre place, vous autoriser à exister pleinement. Mais paradoxalement, c'est peut-être justement cette vulnérabilité qui fait de vous une accompagnante extrêmement fine dans le ressenti. Et puis après, on a cette conjonction Mars-Saturne-Pluton, c'est la puissance du guide, parce que cet aspect, eh bien, il donne de la profondeur, de la lucidité, la capacité de voir derrière les masques, derrière un petit peu la façade, une énergie d'ancrage très forte, vous êtes bien plus puissante peut-être que vous ne le croyez, juste vous ne vous autorisez pas encore peut-être à le reconnaître ou à vous connecter à ça. Et votre présence ensuite au monde, c'est l'ascendant en balance, c'est comment les autres me perçoivent. Eh bien, votre ascendant balance fait de vous quelqu'un qui naturellement apaise, harmonise, écoute, comprend aussi les deux côtés d'une situation, et c'est extrêmement important puisque ça nous donne ici des talents de médiation, de médiatrice, puisque vous allez comprendre les deux côtés d'un événement ou d'une situation, et donc deux parties. Il y a un talent inné pour créer du lien aussi dans la balance. C'est l'ascendant du médiateur, c'est l'ascendant du diplomate, du thérapeute relationnel. Vous dégagez quelque chose de doux, d'élégant, de facilement approchable. Les gens peuvent très vite se confier à vous, se sentir en sécurité, entendus. Le maître de l'ascendant, du coup, eh bien, c'est Vénus. On voit que Vénus est en maison 3 et puis conjointe au nœud sud. Ça nous donne une belle capacité de communication, un discours doux, conciliant, enveloppant, une parole qui soigne, un esprit créatif aussi.
Et puis on a quelques aspects qui vont être un peu plus challengeants parce que ces aspects vous montrent où se trouvent vos peurs finalement et peut-être ce qu'il y a à travailler un peu plus un peu plus profondément. Il y a un carré Saturne et un carré Pluton et donc je pense qu'il y a une peur derrière de ne pas être assez, peur de mal faire, il y a peut-être une peur aussi du rejet, la tendance à censurer votre parole, la peur de déranger, le blocage aussi de la créativité par votre auto-jugement. Finalement, est-ce que vous n'êtes pas votre propre ennemi, entre guillemets, est-ce que vous n'êtes pas votre propre limite? Voilà, et on pourrait se poser aussi cette question, et là on dévie vers la problématique plus personnelle, la première partie de votre question, mais avec ce carré à Saturne, on peut tout à fait se demander au niveau de l'amour de soi, voilà comment c'était, comme même enfant, est-ce que l'amour a été suffisamment nourri, l'image que vous avez de vous-même, etc. Il faudrait aller creuser ça. Il y a une opposition au nœud nord, une conjonction au nœud sud de ce maître d'ascendant, donc quelque part vous venez d'un schéma passé où vous vous adaptiez énormément et votre chemin d'évolution va consister justement à vous affirmer, à prendre votre place, à oser vous montrer, oser dire ce que vous ressentez, sortir du rôle de l'accompagnant invisible pour oser être celui qui va transmettre à l'autre et notamment plutôt sur la sphère, je dirais, des émotions et puis peut-être de la famille. Alors, si je dois faire une petite conclusion, votre vraie nature d'accompagnante, Charlotte, eh bien, vous n'êtes pas un peu perdue, vous êtes seulement, je pense, en train d'émerger. Vous avez des dons naturels intuitifs, donc sur l'intuition, le soin énergétique ou émotionnel, la médiation, la guidance intérieure, la communication sensible. Je dirais qu'il y a peut-être une vocation, voilà, derrière vraiment de guidance spirituelle, relationnelle, thérapeutique. Pas une approche technique, mais plutôt humaine, profonde, intuitive. Il y a un vrai potentiel à enseigner, à transmettre, à accompagner, à éclairer le chemin des autres. Votre défi, ça va certainement d'être d'aller travailler sur vous autoriser à exister, davantage en tout cas, que vous n'en avez eu le droit jusqu'ici. Et puis travailler... peut-être travailler en transgénérationnel, voilà, ça serait intéressant de travailler en transgénérationnel sur tout ce qui est devoir rayonner, les croyances transmises par la famille sur je dois rayonner, je dois me montrer, je dois réussir, je dois communiquer. Enfin voilà, travailler sur toutes ces croyances-là qui peut-être aujourd'hui vous freinent. Parce qu'il y a une maison 12 très remplie, on sait que c'est un marqueur transgénérationnel, une maison 4 remplie, voilà, donc il y a un travail peut-être transgénérationnel à faire pour vous autoriser à rayonner, et c'est ce qu'on vous demande en fait dans ce milieu de ciel en Lion, mais qui peut-être n'est pas si facile de par des croyances familiales. Vous avez, je ne l'ai pas dit, mais vous avez également ce Pluton vraiment à l'ascendant, en conjonction de l'ascendant, qui nous parle ici, c'est un peu l'image de l'enquêtrice, de la thérapeute profonde, de celle qui va transformer les choses. Donc il y a une présence puissante, même si vous ne vous rendez peut-être pas compte de cette puissance que vous avez et que vous incarnez. Et donc ça va être vraiment, ces personnes qui ont Pluton comme ça à l'ascendant vont pouvoir un peu traverser les gens, voir à travers les gens, vont sentir les non-dits, vont attirer les confidences, vont accompagner peut-être parfois les transformations majeures, vont réveiller les parts cachées chez l'autre avec un grand A. Donc c'est jamais un profil pour un métier superficiel, plutôt à l'ascendant. On est de base quelqu'un de très intense. Donc si je dois commencer à aborder des pistes professionnelles, ce Pluton à l'ascendant va peut-être nous parler de restaurer le pouvoir personnel des gens. Pluton c'est le pouvoir, donc peut-être d'aider les gens à transformer les choses pour qu'ils reprennent le pouvoir de leur vie, le pouvoir de faire des choses, guider des passages de vie. Pluton c'est la transformation, donc c'est guider ces transformations, faire émerger ce que l'autre ne voit pas de lui-même encore. Ensuite on a Jupiter en maison 1 qui est aussi une planète importante et du coup eh bien, on voit qu'il y a une bienveillance, une autorité naturelle, une capacité de transmettre avec du sens, une vision large, inspirante. Donc là, ça va être plutôt la vocation d'élever les autres, la pédagogie, la transmission, les formations, les ateliers. Là, c'est plutôt l'archétype de quelqu'un qui fait grandir les autres. Si on reprend tout ça, tout ce qu'on a vu, les informations clés déjà analysées qui vont orienter les métiers, eh bien, on va reprendre ces points essentiels. La maison 10 en Lion avec le maître de maison qui est le soleil en maison 4 en Poisson. Donc, on a ici une vocation liée à la lumière intérieure, à la guidance, aux soins psychiques, les métiers non conventionnels,
le leadership bienveillant. Ensuite, on avait la maison 6 en bélier, dont le maître de maison, c'est Mars en maison 12 en balance. Agir dans l'invisible, énergétiquement, thérapeutiquement, avec une hypersensibilité relationnelle, de la médiation, un travail profond sur les blocages. On avait ensuite l'ascendant balance avec le maître d'ascendant Vénus en maison 3 et on est dans la médiation, le travail relationnel, la communication sensible, la parole qui va soigner, l'accompagnement des couples, des familles, les relations. On avait Pluton sur l'ascendant qui nous parle ici de transformation, de thérapie, de métamorphose, de crise aussi. On a Jupiter qui nous parle d'enseignement, de formation, de développement personnel, de spiritualité. Donc je dirais que les métiers les plus alignés, alors c'est absolument pas exhaustif, c'est des pistes de réflexion, ça serait les métiers de la thérapie transformationnelle, les thérapies psycho-énergétiques aussi on appelle ça, donc tout ce qui est thérapie brève, les thérapies intuitives, énergétiques, les libérations des mémoires, les accompagnements émotionnels, il y a plein de choses. Ensuite les accompagnements de transformation de vie, donc accompagnante de transformation de vie, burn-out, reconversion, les deuils, les crises existentielles. Pourquoi ? Parce que vous voyez les zones d'ombre. Pourquoi ? Parce que on voit qu'avec ce Pluton-là, vous avez les capacités d'accompagner les métamorphoses. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il y a une capacité aussi à sécuriser les transformations. Toujours, la maison 10 en Lion va donner du courage. Le soleil en Poisson va donner de la douceur, de l'empathie. L'ascendant Balance va donner du lien. Le fait de pouvoir offrir une médiation à la personne. Ensuite, eh bien justement, ça peut être un métier de médiatrice relationnelle, de facilitatrice aussi on appelle ça, parce qu'il y a cet ascendant balance, on a Vénus en maison 3, on voit bien que la balance est important, il y a un stellium, il y a 3 planètes en balance, donc on voit que tout ça c'est important. Médiation de couple, accompagnement relationnel, thérapie systémique, thérapie familiale, en tout cas l'idée, même ça peut être médiatrice pour la justice, ça peut être vraiment plein de choses. L'idée ici, c'est de mettre entre deux personnes, se mettre entre deux personnes pour rétablir une harmonie, rétablir une discussion, rétablir des échanges. Une quatrième possibilité, ça serait enseignante, formatrice pourquoi pas, en développement personnel, des ateliers, des stages, des formations, etc. On a ce Jupiter en maison 1, le soleil avec ses différents aspects, il y a vraiment une présence inspirante, généreuse, je pense que vous avez des capacités à transmettre, et donc vous pouvez tout à fait créer des ateliers de connaissance de soi, des cercles de parole, des formations en intuition, en relationnel, en énergétique, que sais-je encore. La cinquième piste, coach spirituel, coach intuitif, avec ce soleil poisson, Mars en maison 12, Pluton à l'ascendant. On voit bien qu'il y a cette connexion avec l'invisible. Donc, vous pourriez travailler sur, par exemple, les symboles, l'intuition, la guidance, les archétypes, l'astrologie, tout à fait. Ça colle avec tout ça. Sixième éventualité, travailler autour du corps subtil, méditation guidée, l'hypnose douce, les soins énergétiques, le FT, la sophro, etc. Il y a ce Mars en maison 12 qui nous parle d'action dans l'invisible, le poisson qui est présent, le signe des poissons, et donc ça nous parle de dissolution, de relaxation, de régénération. Donc voilà, tout ça, ça peut être l'hypnose, l'ancrage, les séances de rééquilibrage énergétique, les travails somato-émotionnels, tout ça, c'est pareil, ça colle avec votre profil. Je vais finir sur éventuellement les métiers que vous pourriez éviter, qui sont peut-être pas faits pour vous selon votre carte. À cause de Neptune, du soleil en poisson, de Mars en maison 12, on peut se dire qu'il faudrait éviter tout ce qui est métier trop technique. Les métiers répétitifs, on voit bien lune en bélier, ah non, on va avoir envie que ça change. Donc, métiers trop techniques, administratifs, répétitifs, à éviter. Les métiers hiérarchiques, rigides, sont peut-être pas faits pour vous. Les métiers avec beaucoup de contrôle, de procédure aussi, même si il y a un Pluton à l'ascendant. Le Pluton à l'ascendant, eh bien, c'est aussi le contrôle. Saturne n'est pas loin non plus. Et donc, il y a de la responsabilité, du cadre, mais pas sûr que ce soit sur le long terme ce qui vous convient parfaitement. Les métiers sans dimension humaine, je pense que c'est à éviter. Les métiers qui imposent de s'effacer, de suivre uniquement des ordres, pareil, ça va être compliqué. Il y a besoin quand même de créativité, de liberté. Les environnements compétitifs ou agressifs, on voit bien qu'il y a besoin d'être enveloppé, qu'il y a besoin d'empathie. Donc là aussi, ça va être compliqué sinon. Et puis, parce que tous ces métiers-là pourrait faire qu'il y aurait une espèce de dissolution psychique et bien évidemment, c'est pas ce que l'on souhaite.
Voilà sur le côté professionnel. Après, bien, il serait intéressant en effet d'aller voir tout l'aspect personnel, c'est ce que je disais, dans le transgénérationnel, je pense qu'il y a une piste à soulever, un levier assez intéressant pour débloquer les choses, avec cette maison 12 qui est pas mal occupée. On pourrait aller plus loin sur la lune en bélier et parler des émotions lune en bélier en maison 6, de quoi ai-je besoin. Là aussi c'est intéressant, il y a un côté service à l'autre, mais du coup il ne faut pas tomber dans le côté serviciel. Et c'est là où avoir un travail en lien avec les autres peut permettre aussi de sortir de ce côté serviciel, parce que quand ça devient notre profession, on peut, sur l'aspect de notre vie personnelle, ne plus être cette personne servicielle parce qu'on avait finalement besoin de guider l'autre. Voilà. Et donc, on vient sublimer ça dans la profession et ça nous permet de nous réaligner sur le plan personnel. Et on pourrait aussi aller voir toujours un peu dans ce transgénérationnel le nœud sud et le nœud nord. Le nœud sud, c'est avec quoi j'arrive, quel est mon bagage un peu karmique, mais aussi transgénérationnel. Et puis ce qu'on me demande d'acquérir et vers quoi je dois aller. Et pour ça, il faut se départir de son nœud sud, en lien avec les responsabilités notamment, et aller vers peut-être plus d'acceptation des émotions et de la sensibilité, et faire avec l'autre, accepter l'aide de l'autre, collaborer avec l'autre, plutôt que sortir finalement de cette opposition entre l'ermite, celui qui est responsable et qui assume tout, et pour aller vers je construis avec l'autre, en étant vraiment en connexion avec l'autre. Voilà Charlotte, j'espère que ces quelques pistes bien, vous auront aidé à éclaircir votre aiguillage professionnel. Bien évidemment, je me tiens à votre disposition pour aller plus en profondeur sur ce sujet professionnel, si vous souhaitez vous réorienter et du coup élaborer un business plan, voir concrètement comment mettre en place cette bifurcation professionnelle, cette réorientation, ou bien pour explorer la casquette personnelle. On arrive à la fin de ces clés du réajustement pour le mois de décembre. On se retrouve le mois prochain. N'hésitez pas à vous inscrire. Je remets le lien en barre de description. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Chaque mois, 2 personnes sont tirées au sort pour avoir une guidance de 30 minutes, une séance flash de coaching astro-stratégique pour éclairer un peu, donner les premiers jalons d'un changement, d'une prise de conscience. Pour le mois prochain, on se retrouvera le 2 janvier.